Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Bonjour à vous. J'ai toujours dit que je prendrais ma responsabilité. J'ai souhaité vous réunir pour faire une proposition. C'est débattons. J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle. Débattre, bien sûr, à la loyale. Je ne serai pas une candidate de plus. Débattre avec celles et ceux qui veulent gouverner ensemble, tout comme avec ceux qui ne veulent pas gouverner avec les autres. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union. Je vous souhaite de bien finir l'année et je vous donne rendez-vous à la mi-janvier. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Dans la politique comme en navigation, il ne faut pas perdre le nord et le moins qu'on puisse dire est qu'en ce moment la gauche est complètement à l'ouest. Mais je vous rassure, vous êtes bien sur Sud Radio. Ce matin, happening de Christiane Taubira sur Internet, dont tout le monde pensait que c'était pour annoncer sa candidature à la présidentielle, mais pchit, c'était pour annoncer qu'elle envisageait une candidature. Une info aussi intéressante que celle qui consisterait à savoir si sur la table de Christiane Taubira pour Noël, il y aura du foie gras de canard ou du foie gras d'oie. Devant ce vide, c'est Anne Hidalgo qui a proposé un débat entre les candidats de gauche. Une proposition surprenante quand on sait qu'elle avait refusé tout débat avec Stéphane Le Foll lors de la désignation du candidat socialiste. Une proposition à laquelle Yannick Jadot a opposé une fin de non-recevoir et qu'Éric Coquerel de la France Insoumise a qualifié de complètement surréaliste. D'où notre grand débat. Jadot, Mélenchon, Hidalgo, Taubira, la gauche sait-elle encore où elle habite? Et vous êtes 96,5% à dire non. On essaye de joindre Bruno Cotrez, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, mais malheureusement on a un problème a priori pour le joindre, c'est ce qu'on me dit dans le casque. Alors on va commencer avec vous, les vraies voix. Philippe Bilger, quand on voit la situation de la gauche, ça me rappelle une situation de John Updike dans Les Sorcières d'Eastwick qui disait « Quelque part dans ce foutoir, il doit bien y avoir une raison d'exister ». Oui, Philippe, on aurait tort, d'ailleurs nous ne le faisons pas, de se moquer de ce processus pathétique à gauche. Parce que je vois bien, ils comprennent bien que leur seule chance, c'est d'avoir une candidature unique, mais en même temps, évidemment, chacun est en position de crispation sur son identité politique et sur ce qu'il croit pouvoir apporter au débat général. Et donc, lorsqu'on en arrive à choisir, à envisager comme recours possible Christiane Taubira, dont le passif présidentiel et ministériel est accablant, c'est en quelque sorte favoriser un naufrage qu'on veut éviter. Céline Pinard. Vous trouvez que la situation, quelque part dans ce foutoir, il doit bien y avoir une raison d'exister, ne colle pas à la situation de la gauche ? En fait, on a du mal à la voir, cette raison d'exister. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'on est typiquement en phase de candidature casting. Autrement dit, que représente Taubira en termes d'idées ? Qu'est-ce que la candidature de Taubira dit de ce que la gauche pourrait apporter à la France, au monde ? Quelle est la vision de la France ? Quelle est la vision des relations politiques, de ce que pourrait notre avenir, que porte la gauche ? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Vous avez finalement un duel de candidatures qui n'ont rien à dire au monde et rien à dire aux Français. Donc le premier problème de la gauche, ce serait peut-être d'avoir un projet, d'avoir des idées, d'avoir quelque chose à dire aux gens dont elle quête les votes. Et ça, la candidature de Christiane Taubira ne résout absolument pas ce problème. Deuxième chose, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Effectivement, il faut se rappeler que Madame Taubira, c'est par exemple la dame qui, quand elle choisit de lutter contre l'esclavage, ce qui est un beau combat, va le faire simplement en omettant, elle ne va parler que de la traite transatlantique, autrement dit de la traite que les Blancs font. Elle omet complètement la traite arabo-musulmane qui est pourtant plus importante que la traite transatlantique, et elle omet aussi la traite africaine. Intra-africaine. Voilà. Et quand on va lui poser la question, notamment sur la traite
arabo-musulmane, elle va répondre « Il ne faut pas que les jeunes arabes portent sur leurs épaules les fautes de leurs ancêtres. En revanche, les autres, il n'y a aucun problème, on peut les fustiger à cause de ça. » Donc c'est quelqu'un qui ne porte pas la réconciliation de la France et des Français, c'est quelqu'un qui est dans le racialisme, autrement dit le discours autour du « les blancs sont coupables et les autres seraient forcément des victimes » est un discours qu'elle prône. Elle a été un soutien très important d'Assa Traoré. Il y a eu elle-même elle a dit paroles. à sa famille que c'était une chance que la famille Traoré était une chance pour la France. Et elle a pu avoir des paroles relativement regrettables sur la police. C'est aussi quelqu'un qui a montré une totale irresponsabilité face à la situation épidémique de la Guyane, de la Martinique, etc., en ne se faisant pas le relais des obligations vaccinales. Donc on est quand même sur un personnage extrêmement controversé qui en plus n'apporte aucun espoir à la gauche puisque sa candidature a été testée. Elle représente 2% des voix. Dans les sondages. On a retrouvé Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF de Sciences Po. Bonsoir Bruno Cotresse. Bonsoir. La situation de la gauche aujourd'hui en France, j'ai l'impression que c'est encore pire qu'après les législatives de 93 qui était la pire de son histoire. Ah ben là, sous la cinquième. Vous mettez la barre assez haut. Oui, mais parce que ça le mérite. 93, c'est une sorte de bérésina, de traumatisme total à gauche. Donc effectivement, là, c'était vraiment un tout autre contexte. Parce qu'au fond, en 93, la gauche, elle a quand même encore l'Élysée. François Mitterrand a été réélu en 88, et donc ça va être une cohabitation derrière. Mais c'est vrai que là, on est dans quelque chose de très différent. Là, c'est vraiment une crise d'identité qui est très profonde, au-delà des questions de rivalité, des divisions partisanes, mais là on est vraiment dans une crise d'identité qui dure depuis plusieurs années. Ça ne date pas de cette présidentielle. Elle remonte sans aucun doute à assez loin, cette crise d'identité, qui est une crise d'ailleurs qu'on voit dans d'autres pays européens. La crise de la social-démocratie européenne, c'est quelque chose qu'on a vu dans d'autres pays. Donc là, on est effectivement dans une situation qui est une situation qui semble à la fois très difficile et complètement bloquée. Sophie Audugé. Oui, alors moi j'ai trouvé l'exposé de Céline absolument parfait. Hein. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Vraiment, hein, on se demande que vient faire cette candidature aujourd'hui d'une personne qui effectivement a pris quand même des positions qui ne sont pas celles de rassembler on va dire un parti politique qui pourrait être puissant et qui pourrait, on va dire clairement être compétiteur par rapport aux Républicains, par exemple. Donc, de ce point de vue-là, on ne comprend pas du tout. En plus, on est quand même dans une situation en France qui est quand même assez délicate, assez difficile, avec quand même beaucoup de colère, beaucoup d'opposition, et c'est vrai qu'on aimerait bien avoir une vision pour la France qui rassemble et qui emmène notre pays vers un avenir qui soit un petit peu plus positif. Et c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on ressent dans les propos qu'a tenus Madame Taubira dans ses prises de position régulières. Après, ce qui interroge, moi, on avait déjà parlé ensemble d'ailleurs à ce micro il y a quelques semaines, hein, c'est effectivement, où sont les figures politiques d'une gauche, pour le coup social-démocrate, qui est capable de penser un projet économique, qui est capable de rassembler les Français, qui est capable d'avoir une vision culturelle et universaliste qui serait celle d'une gauche forte. Enfin, aujourd'hui, moi, je trouve ça extrêmement triste. Hein. Bruno Cotresse. Oui, c'est vrai qu'il y a une crise de leadership aussi à gauche, et c'est vrai que c'est une des différences essentielles par rapport à d'autres crises, parce que la gauche en France a souvent été en crise, elle a des divisions qui sont historiques, ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'il y a un clivage dans la gauche française entre les réformistes et les révolutionnaires, par exemple, ça remonte au début du XXe siècle, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, mais alors là, on a vraiment une crise de leadership qui est très importante. Le Parti socialiste, qui a été une formation politique qui a été très dominante dans notre vie politique, semble aujourd'hui véritablement en grande difficulté. Et pour autant, il n'y a pas de formation politique qui, à gauche, a su prendre la relève, c'est-à-dire d'incarner à la fois l'exercice du pouvoir, la formation politique qui est capable, au fond, de gagner l'élection présidentielle. Et donc, on est dans une situation presque complètement anomique, avec plein de candidats qui sont
en dessous de la barre des 10%, dont aucun n'est en mesure de gagner l'élection présidentielle, et pourtant chacun n'arrête pas de dire « Ah, mais si j'étais le seul, mais j'y serais à l'Élysée, etc. » Donc on a une situation qui est complètement ubuesque. On a entendu aujourd'hui, par exemple, de nombreux porte-paroles des écologistes qui ont pilonné sur la social-démocratie, alors qu'en même temps ils veulent les votes des électeurs de la social-démocratie. Donc on ne sait plus du tout où on est, et on voit qu'il y a effectivement une situation de cacophonie qui est très importante. Philippe Bilger. Bruno, sans que je sois le moins du monde rattaché à ce camp-là, j'ai l'impression que le seul qui tente à peu près de mettre du bon sens dans cette cacophonie, c'est Yannick Jadot, mais personne ne l'écoute. Ça, c'est premier point, on peut le discuter. Le deuxième est beaucoup plus sérieux. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cet éclatement, cet éparpillement, je dirais, ce caractère totalement éclaté des manœuvres de gauche aujourd'hui viennent du fait que précisément ils ne savent plus les uns et les autres comment ils définiraient la gauche en commun. J'ai parfois l'impression qu'ils ont chacun leur vision de la gauche et qu'elle n'a même plus ce dénominateur commun qui a réuni parfois des familles et des destins politiques qui n'avaient apparemment rien de commun au départ. Bruno Cotresse. Sur la première question, il est vrai qu'on voit que Yannick Jadot essaye au fond de dire « mais moi j'ai proposé bien avant tout le monde ». Qu'on essaye de se mettre d'accord, et à ce moment-là, ça n'a intéressé personne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, force est de constater qu'Yannick Jadot n'est pas arrivé à percer dans cette élection présidentielle. Il n'a pas connu un effet, on va dire, un effet de blast derrière la primaire. Pourtant, c'est une primaire qui est très intéressante, avec des débats qui ont beaucoup de contenu. Mais pour le moment, il n'arrive pas du tout à décoller et à imprimer sa marque de fabrique dans cette campagne présidentielle. Deuxième point, alors il faut rappeler quand même que la gauche a toujours eu des divisions extrêmement importantes sur qu'est-ce que c'est que la gauche. Rappelons-nous des débats entre Georges Marchais et François Mitterrand. Le drame de l'actualisation du programme commun en 1977. Et donc là aussi. D'ailleurs, Georges Marchais avait dit à sa femme Liliane, fais les valises, on rentre à Paris. Fait les valises, il y avait des éléments de désaccord extrêmement essentiels, au moins aussi importants que ceux d'aujourd'hui. Par contre, il y avait une visée stratégique qui était de conquérir ensemble le pouvoir, parce que la gauche ne l'avait pas encore exercé depuis 1958, et donc ça changeait tout. Et puis il y avait aussi une histoire commune qui s'était construite progressivement par les élections locales. Alors là, aux élections municipales, régionales, on a vu que les Verts, les écologistes, les socialistes arrivaient aussi à gagner. On a ce paradoxe qui est incroyable, ils gouvernent ensemble des exécutifs locaux, et par contre ils n'arrivent pas à définir un projet national ensemble. Céline Pina. Alors, un des soucis qu'ils ont peut-être, c'est que quand le ticket d'entrée pour le second tour est à 20%, vous n'avez pas besoin... Je vous arrête. Avec une candidature Zemmour, il sera plutôt à 18%. Oui, en fait, on dit entre 16, mais ça joue beaucoup. On dit entre 16 et 20%. Ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, tous ces personnages-là estiment qu'ils n'ont pas à parler à la France, ça n'a aucun intérêt. Pour atteindre ces 16-20%, il suffit de bien définir sa clientèle. On est exactement dans la vente à la découpe de la France et dans une politique qui parle à des clientèles extrêmement définies. Et là-dessus, ils sont tous sur à peu près sur les mêmes segments. Ça, c'est la première donnée. Et enfin, en évacuant toute la dimension universaliste et toute l'histoire de la gauche qui était quand même liée au monde du travail, au monde ouvrier, à une possibilité et de permettre à ce monde populaire d'arriver vers les classes moyennes et de monter en puissance intellectuelle, en capacité à intervenir dans la citoyenneté, en capacité y compris à prendre le pouvoir. Tout cela a complètement disparu au profit de la gestion de clientèle et au profit d'un discours de la victimisation et quelque part du ressentiment. Et effectivement, ces gens-là ont très peu à dire à la France, aux Français et au monde. Et c'est peut-être ce qui explique qu'aujourd'hui, quand on additionne toutes les personnalités de gauche, elles font moins que ce que faisait le PC, par exemple, dans les années 70. Et même, il faisait 28%, je crois, à la fin de la guerre, le PC. Bruno Cotresse.
Oui, c'est vrai. Je regardais là tout à l'heure les dernières enquêtes d'intention de vote. L'ensemble des candidats de gauche arrivent à faire aujourd'hui, mis tout ensemble, moins qu'Emmanuel Macron à lui tout seul. Donc c'est vrai qu'on a une vraie difficulté. Alors la difficulté, je ne partage pas exactement le point de vue qui est de dire ils n'ont pas de vision ensemble de la France, parce que ce qui est incroyable dans cette situation, c'est que quand on les écoute autour du triptyque, un renouveau démocratique français par le bas, une démocratie plus inclusive, de la justice sociale, de l'écologie, mais ils disent tous ça. Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo. Voilà. Oui. Alors après, les éléments de désaccord, c'est sur quelles sont les voies et les moyens de cette justice sociale et qui en sont les bénéficiaires aussi. Là apparaissent des nuances, classe moyenne, classe populaire, etc. Mais c'est vrai que quand autour de ce triptyque, la plupart de ces candidats disent que rien n'est plus essentiel à leurs yeux. Et de ce point de vue-là, ils ne disent pas exactement la même chose que ce qu'on a entendu pendant la primaire des Républicains, par exemple. Donc ils ont des éléments peut-être pas de convergence, ils ont des éléments qui les réunissent encore. Il y a quand même toujours de l'ADN de la gauche autour de la grande question qui est quand même la question de la réduction des inégalités et de la justice sociale. Par contre, effectivement, c'est comment on y arrive, qui doit être taxé, qui doit en être bénéficiaire de la justice sociale. Là, des éléments de désaccord commencent à apparaître. Juste sur la justice sociale, le problème, c'est quand on a été au pouvoir et que le résultat d'une gauche ultra dominante dans le pouvoir a été l'explosion de toutes les inégalités, on est extrêmement peu crédible. Le problème, c'est qu'il y a une communication, on saute comme un cabri en disant inégalité, inégalité, et en même temps, il y a un échec complet, que ce soit à l'école où les inégalités explosent, que ce soit dans les sociétés. Donc, il y a un vrai problème de crédibilité qui fait qu'il y a une politique et une communication, mais il n'y a pas de politique. Sophie Audugé, très court. Alors, très court. Bah, écoutez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au leadership. Je veux dire, quand on avait des Rocard, des Strauss-Kahn, on avait quand même des économistes qui étaient capables de penser l'économie d'un pays et de proposer une vision qui avait quand même un minimum de pragmatisme, en tous les cas au niveau économique. Là, on est avec des candidats qui sont des micro-candidats, qui sont tous avec quand même un problème de sens des priorités. Et je rejoins tout à fait ce que disait Céline à l'instant, c'est-à-dire que bon, tout ça, c'est du blabla, et puis ça se retrouve juste dans le wokisme, c'est-à-dire qu'ils vont vers des ultra-minorités, mais globalement, ça ne rassemble pas, ça ne fait que diviser. Bruno Cotresse, est-ce que la gauche... Deux questions pour des réponses très courtes. 1, peut-elle se remettre du quinquennat Hollande? 2, est-ce qu'avec notamment le wokisme et les inégalités qu'elle n'a pas solutionnées, elle n'a pas oublié les classes populaires pour passer du social au sociétal, en clair? Le quinquennat Hollande, il faudra bien un jour qu'il passe à autre chose, parce que François Hollande, maintenant, ça va faire 10 ans qu'il avait été élu. Alors certes, c'est un quinquennat qui a fait beaucoup de débats et de divisions à gauche, ça c'est certain, les frondeurs, etc. Mais il va falloir quand même un jour que les candidats de gauche expliquent autre chose aux Français que de dire il y a quelqu'un qui a été élu il y a 10 ans, il n'a pas tenu ses engagements ou je ne sais pas quoi. Vous voyez. Donc effectivement, il faut qu'ils s'en remettent, et ils peuvent s'en remettre, mais ils ne pourront s'en remettre que quand il y aura sans aucun doute un renouveau peut-être générationnel aussi au niveau du leadership. La deuxième question, la question des classes populaires et de la gauche, c'est une question qui est très compliquée parce qu'au fond, on a vu dans de très nombreux pays européens, pas seulement en France, qu'il y avait eu des classes populaires attirées par des candidats qui sont des candidats, par exemple, de la droite, on va dire, voire de l'extrême droite. On ne peut pas dire que la gauche se désintéresse des catégories populaires. Si vous prenez le tout début du mandat de François Hollande, mais vous avez tout un tas de choses qui ont été faites. Si vous prenez la cohabitation avec Lionel Jospin, il y a plein de choses qui ont été faites également. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un désintérêt de la gauche. Mais pour les classes populaires, par contre, on peut dire que les classes populaires, elles, se sont tournées vers des candidats qui sont d'autres candidats. Mais si vous prenez de près les discours des candidats de gauche, ils en parlent. Merci beaucoup Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Verdict sur Twitter, la gauche sait-elle encore où elle habite? Vous êtes 3,8% à dire oui. Vous aimez Jean Ferrat? Oh que oui. Je ne réponds plus à des questions sur les chanteurs. On va parler d'un magnifique spectacle sur Jean Ferrat et fait pas par n'importe qui dans quelques instants sur Sud Radio.